Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live. J'espère que ça va. J'espère que ça va vous. J'espère que tout le monde va bien. Je viens de me rendre compte que j'ai pas pensé à mettre des petites images pour vous parler de 205 Live. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je règle les derniers détails. Je vous rappelle que c'est un process qui. J'ai oublié de mettre le nom du live aussi. Bougez pas, on va changer. Et si je change le nom du live maintenant, est-ce que ça marche? Ah là 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 là, le nom du live. Je vais changer le nom du live maintenant, excusez-moi, excusez-moi. C'est un travail en progression, hein. Voilà. Hop là. Bon, comment ça va, vous? Comment s'est passée votre matinée? Bon, comment ça va, vous? Mais ferme ta gueule, moi, là. Oh, hé. Hey. Alors, modifier. Ouf. Comment je l'appelle? Comment je l'appelle? Euh... Adam Pearce Superstar. Voilà. Bilan de 205 Live, NXT UK et SmackDown. Enregistré. Et on est bon. Super. Super, super, super. Super, super, super. Ok. Donc, on va commencer par 205 Live parce que c'est le show qui me semble le moins urgent, le moins important, le moins signifiant. On va continuer avec NXT UK. On va terminer par SmackDown puisque historiquement, plus le temps passe, plus vous arrivez, plus vous êtes nombreux. Donc, je préfère qu'il y ait plus de monde pour SmackDown que pour 205 Live. Ça me semble pertinent. D'autant que 205 Live, ça va aller extrêmement vite. On a eu, je suis désolé, hein, normalement il y a des images et là il n'y en a pas. J'ai un petit peu merdé. Il y a une petite nouveauté pour ce live. Il y a, j'ai pas envie de massacrer son pseudo, alors je vais aller voir très très vite. Il y a Quintax qui me fait le plaisir de soulever vos questions pour venir me les poser directement. Comme ça je ne me perds pas, je ne regarde pas le chat. Donc voilà, un grand merci à lui. Ça sera beaucoup plus simple pour moi de réagir à ce que vous dites. Faut que j'arrête de dire ce que vous disiez ironiquement parce que je finis par le dire sans m'en rendre compte et ça va finir par poser vraiment problème. Ce que vous dites, voilà. Donc merci à lui. Et on commence avec Ashanti Adonis contre Arya Daivari. Pour vous placer un peu le contexte du pourquoi du comment, Ashanti, en fait les originaux de 205 Live, ceux qui sont là depuis le début de l'émission, euh, prennent en grippe, on va dire comme ça, les nouveaux venus. Arya Daivari est là depuis le début, Ashanti Adonis est un nouveau venu. Donc Arya Daivari a voulu affronter Ashanti Adonis. Le seul problème de cette storyline, c'est que les originaux perdent systématiquement ou presque. Donc voilà, Ashanti Adonis a gagné. Bon, bah voilà. J'ai vraiment rien à dire. Donc j'ai mis C+ à ce match-là. On va passer sur le tableau. Attention, hop là, magie, c'est fantastique. Donc C+, attendez, bougez pas, on va aller sur... Il est où? Pourquoi vous n'êtes pas par ordre alphabétique? Alors, Ashanti Adonis, C+, et Arya Daivari, juste au-dessus, C+. Ah oui, vous n'êtes pas par ordre alphabétique parce que je vous ai rangé par storyline, notamment cette storyline-là de les anciens contre les nouveaux. Ok, super. On repasse ici. Ensuite, William Regal a confirmé que le Dusty Rhodes Tag Team Classic, donc le tournoi des équipes, allait commencer. Voilà, et qu'il allait en partie avoir lieu sur 205 Live, puisque vous le savez, ou vous ne le savez pas et je vous l'apprends, ou vous ne savez rien, vous comprenez rien de ce que je dis, mais vous suivez quand même. Bonjour Caroline, comment vas-tu? Voilà, il va y avoir un tournament. Il y a un chat qui veut rentrer, il va falloir que j'aille lui ouvrir. Il va y avoir un tournoi par équipe et le roster de NXT, le roster de 205 Live est intégré à NXT. Donc du coup, le Dusty Rhodes Tag Team Classic aura partiellement lieu à 205 Live. Et pour nous illustrer ça, on a eu un match par équipe entre Kurt Stallion et Auguste Grey contre les Bollywood Boys. J'ai un énorme problème avec les Bollywood Boys parce que ça fait 3 ans qu'ils sont sur 205 Live, qui perdent tous leurs matchs, qui sont systématiquement présentés comme les jobbers de service, dans une division qui, jusqu'à ce que NXT se rattache à 205 Live, ou que 205 Live se rattache à NXT plutôt, ils n'avaient pas de titre par équipe, donc c'était une équipe
qui perdait tout le temps dans une division qui n'a pas de ceinture par équipe. Donc voilà, et du coup ça fait 3 ans qu'ils ont cette image-là qui leur colle, et il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour que cette image disparaisse. Ils ont perdu. Ils ont perdu contre Kurt Stallion et Auguste Grey. Je dirais pas que ça fait de Stallion et Grey des favoris, si vous voulez. Ça, en l'occurrence, ça a vraiment pas avancé grand-chose. Comme le témoignent mes notes, puisque j'ai mis un C à ce match-là. Le tableau, s'il vous plaît. Il va vraiment falloir que j'aille m'occuper des chats. Hop là, un C à ce match-là. Kurt Stallion, il est ici. Auguste Grey, il est ici. Et les Bollywood Boys, ils sont ici et là. Les Hollywood Boys qui sont dans le Dusty Rhodes Stampede Classic. Donc vous voyez là, ces chiffres là, ce sont les chiffres des storylines. Voilà, histoire d'être un peu précis. On va passer à NXT UK, mais avant de passer à NXT UK, je vais aller m'occuper des chats en vitesse, et surtout avant, je vais lire certaines de vos questions. Je reviens. C'est le genre de truc que je supprime au montage quand il y a du montage. Ok. Alors, en l'occurrence, nous n'avons qu'une seule question, donc ça va aller très très vite. El Idolocomes me demande, est-ce que tu ne trouves pas ça un peu gênant de voir des éléments de 205 être utilisés comme jobber à NXT, par exemple Tony Nese, Ashanti Adonis, etc. En fait, tu me poses plusieurs questions parce que ça me dérange. En fait, comment dire? Ce qui me dérange, c'est qu'ils changent de valeur en fonction du show sur lequel ils sont. C'est-à-dire que Tony Nese ne devrait être un jobber sur aucun des shows dans lesquels il apparaît. Et c'est un jobber sur pratiquement tous les shows dans lesquels il apparaît. Tony Nese était champion cruiserweight l'année dernière, sauf erreur de ma part. Il me semble bien que... non, parce que l'année dernière, c'était 2020. Donc du coup, l'année d'avant. Il est devenu champion à WrestleMania. Pour moi, Tony Nese mérite beaucoup mieux que là où il est placé. Ashanti Adonis, c'est un peu pareil. Soit c'est un mid-carder, mais à ce moment-là, c'est un mid-carder partout. Soit c'est un main eventer, mais à ce moment-là, c'est un main eventer partout. C'est d'ailleurs ce qu'ils font pour Kushida, qui est excellent à NXT et à 205 Live quand il apparaissait à 205 Live. C'est aussi le cas pour Isaiah Swerve Scott, qui est excellent où qu'il apparaisse. Bref, j'aimerais un peu de constance quoi, dans le statut des différents catcheurs. On va maintenant passer à NXT UK, si vous le voulez bien. NXT UK qui est un show qui est assez peu regardé. Je peux comprendre. C'est un show qui est disons il n'est pas dénué de controverse. On aime ça, la controverse. C'est un show qui n'est pas dénué de controverse parce que globalement la WWE est arrivée et elle a prétendu vouloir collaborer avec les fédérations qui étaient sur place. C'est pas tout à fait ce qu'elle a fait. Et du coup, il y a plein de fédérations britanniques qui ont dû fermer parce que NXT UK a signé des contrats d'exclusivité avec beaucoup de stars locales. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du show en particulier qui s'est ouvert donc sur Ginny contre Piper Niven. Bon, sur le papier, Piper Niven a l'avantage largement. Un des gros problèmes de NXT UK pour moi, c'est que ils ont tendance à être très, très prévisibles, les shows de NXT UK. C'est-à-dire que les catcheurs ont vraiment une place attribuée, mais claire comme de l'eau de roche. Et voilà, ceux qui sont dans la caste supérieure, dans le tier supérieur, battent ceux qui sont dans le tier inférieur. Et il n'y a pratiquement jamais rien qui bouge. En l'occurrence, non. En l'occurrence, ça a bougé un petit peu parce que au milieu du match, donc Piper Niven menait sans aucun problème, au milieu du match, Joseph Connors est intervenu pour regarder le match. Ok. Et à un moment donné, Piper Niven allait tenter un running senton sur Ginny à l'extérieur du ring et Connors est intervenu pour pousser Ginny et se prendre le senton à sa place. Du coup, voilà, Connors s'est aligné avec Ginny. Et à la fin du match, il a attrapé les jambes de Piper Niven pour la faire tomber, pour que Ginny gagne par surprise. Et du coup, j'ai bien aimé. Non seulement le match était relativement bien jusque-là, il
continue d'installer Piper Niven comme une des meilleures catcheuses de NXT UK. Mais en plus, voilà, ça fait du bien de voir les pions bouger un peu à NXT UK. Parce que du coup, c'est le premier show que je fais sur NXT. Enfin, c'est le premier live, on va dire ça comme ça, la première review que je fais sur NXT UK, donc vous le savez pas. Mais c'est un problème que j'ai avec NXT UK, c'est que ça bouge pas beaucoup. Et là, en l'occurrence, ça bouge, donc j'étais content. Donc j'ai mis un B. On va passer au tableau. Pif. Le B. Ah oui, alors là, j'ai pas mis de numéro. Ah, ils sont rangés par ordre alphabétique. Ok, super. J'ai eu peur que je doive chercher les noms pendant 40 ans. Alors, Ginny, elle est là. Piper Niven, elle est ici. Et Joseph Connors, j'hésite beaucoup à mettre le 14 ici ou, comme vous le savez, dans les catégories secondaires, ici. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, jeudi. Pour ceux qui n'étaient pas là jeudi, je rappelle, ici, c'est les notes qui comptent, les notes principales, quoi, si vous voulez, les notes des matchs, les notes des segments sur le ring. Tandis que là, hop là, ici, ce sont les notes secondaires. Donc les gens qui ont eu un rôle de manager, les gens qui, genre les interviews les interviews en dehors du ring, les segments en dehors du ring, enfin voilà, les trucs qui sont moyennement signifiants. En l'occurrence, je pense que Joseph Connors a été très signifiant dans le match, donc je suis tenté de lui mettre la note dans cette catégorie-là. Tout le monde s'en fout de comment j'organise mes notes. Je ne devrais pas prendre autant de temps pour raconter ça. Ou alors tout le monde s'en fout pas, auquel cas, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, on a eu une petite interview de Pretty Deadly. Est-ce que j'ai une miniature pour ça? Non, j'ai pas, parce que tout le monde s'en fout, donc on va revenir à celle d'avant. Pretty Deadly, donc l'équipe de #Bogos, qui disent ouais, on a provoqué les champions par équipe, mais c'est comme ça, on est dans le collimateur des champions par équipe, et du coup, on aura peut-être un match pour les titres. Génial. Donc ça, j'ai mis un C. C, c'est vraiment... c'est là, quoi. Ok. Ensuite, on a eu une vidéo promo pour Eva Valkyrie. Eva Valkyrie qui est invaincue encore à NXT UK et qui est très très chouette. J'aime beaucoup son look, j'aime beaucoup l'ambiance de son personnage. Mais bon, elle n'a pas une match, donc on va pas s'attarder 50 ans dessus. Du coup, j'ai mis C+, à ce vidéo package-là. Ensuite, on a eu une autre vidéo que j'ai trouvé assez sympa. Tyler Bate a affronté A-Kid. A-Kid qui est devenu le mois dernier Heritage Cup Champion, donc champion de la Coupe de l'Héritage, si on veut traduire mot à mot de façon nulle. Sauf que Tyler Bate fait partie des meilleurs, mais vraiment des meilleurs éléments de NXT UK. C'est-à-dire qu'après Walter, je pense que c'est Walter qui est champion, je pense que c'est le meilleur élément de NXT UK. Donc voilà, le fait qu'il ait perdu, ça l'a un peu secoué, quoi. Il s'est un peu dit, il faut que je me ressente sur moi-même, faut que je retrouve, faut que je me plonge à l'intérieur de moi-même, ce qui est un peu dégueulasse, pour retrouver pour retrouver pourquoi je fais ça, parce que je suis convaincu que j'aime beaucoup la formulation qu'il a choisie. Je pense que c'est le catch qui m'a choisi. Et enfin bref, voilà. Pour lui, c'est une vocation, pour lui, c'est sa raison d'être. Donc il faut qu'il retrouve cet élan-là, cette espèce de... Quel est le mot que je cherche C'est pas vocation, mais c'est pas loin, bref. Qui retrouve ça pour aller de l'avant. Et là-dessus, tu as Sam Gradwell, cette espèce de charmant jeune homme, qui, en fait, je suis juste jaloux parce que je pourrais jamais me faire les cheveux comme ça. Parce que, bon, il me manque juste ces cheveux-là. Sam Gradwell qui a réagi en disant c'est censé être inspirant, parce que c'est vraiment de la merde. Je fais ça parce qu'il regardait la promo en même temps sur son téléphone. Voilà, donc on aura un match la semaine prochaine entre Tyler Bate et Sam Gradwell. Vous voyez ce que je veux dire, une question de tir, c'est voilà, là c'est évident que Tyler Bate va battre Sam Gradwell, d'après moi. Maintenant, il n'est pas exclu qu'on ait une surprise. Mais voilà, ce match-là a été annoncé. Ensuite, on a eu la Supernova 11 Session machin truc, là, le talk show de Noam Dar à gauche. Qui est le dernier des arrogants. Il y a beaucoup de catcheurs arrogants, mais ils pâlissent tous en comparaison avec Noam Dar, qui a invité pour son talk show Ben Carter, qui est donc la nouvelle recrue de NXT UK. Excusez-moi, il y a Mimi qui va rentrer, je reviens très très vite. Ou alors je continue de parler, parce que vraiment, on s'en fout de me voir, il faut juste que je parle. Alors, Noam Dar avait donc invité Ben Carter pour son talk show. Vous me dites si vous m'entendez bien, hein. D'accord, Mimi s'est barré. Bon, bah écoutez, ce sont les aléas du direct, c'est pas grave. Il l'avait invité.
Et globalement, il se fout un peu de sa gueule, mais en sous-texte. Il est pas aussi arrogant, aussi désagréable qu'il l'est souvent. Genre, il se plante juste au niveau de son nom, il l'appelle Ben Carpenter. Quand Ben Carter lui fait remarquer, je m'appelle pas Ben Carpenter, il dit ah merde, ça veut dire que toutes mes questions sur la menuiserie, je peux pas te les poser alors. Voilà, bon, ça vaut ce que ça vaut. Euh, euh, Là-dessus arrive Jordan Devlin, champion cruiserweight, le vrai champion cruiserweight. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je dis ça, c'est parce que je ne vais pas pouvoir expliquer ça à chaque fois. Donc là, je l'explique, mais ça va pas être tout le temps. Jordan Devlin a gagné le titre cruiserweight en février de l'année dernière, ou était-ce en mars de l'année dernière, ou en janvier de l'année dernière. Bref, en début d'année dernière. Et là-dessus, il y a eu une certaine pandémie qui a fait qu'il s'est retrouvé bloqué en Grande-Bretagne. Je ne sais pas précisément où en Grande-Bretagne, mais il s'est retrouvé bloqué en Grande-Bretagne. Ce qui fait qu'ils ont dû couronner un autre champion cruiserweight intérim à NXT, donc le show aux États-Unis. Ça n'a pas vraiment plu à Jordan Devlin, surtout que à un moment donné, ils ont arrêté d'appeler Santos Escobar, donc le champion NXT, le champion cruiserweight à NXT. Ils ont arrêté de l'appeler champion intérim, ils l'ont appelé champion cruiserweight tout court. Et ça, c'est pas passé tout seul. Bon. Du coup, Jordan Devlin intervient et dit Noam Dar, je veux pas te faire chier, mais tu interviews la nouvelle recrue avant de m'interviewer moi. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Est-ce que c'est bien normal? En disant Ben Carter, c'est pas pour te manquer de respect ou quoi. Je vois que le flux de la connexion est vraiment dégueulasse. Alors, je sais pas si vous voyez toujours le live. Euh... Non, ça a l'air d'aller à peu près, je ne sais pas. Euh, donc ouais, je sais plus ce que je disais. Oui, Jordan Devlin disait à Ben Carter, c'est pas pour te manquer de respect, t'es vraiment excellent, j'ai vu ce dont t'étais capable et je suis très content que NXT UK t'ait signé, t'ait proposé un contrat parce que tu es très bon et j'ai vraiment hâte voilà, de travailler avec toi. Bref, là, les deux heels, donc Noam Dar et Jordan Devlin, étaient super sympas avec Ben Carter. Je me suis dit, bon, bah, c'est cool, c'est rafraîchissant un peu d'avoir des heels qui sont pas tout le temps dans le. De pas avoir King Corbin tout le temps, si vous voulez. Là-dessus, Ben Carter dit bah écoute, pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi parce que tu es un grand champion, tu es même le seul champion cruiserweight et ce serait un honneur pour moi de t'affronter. Mais maintenant, si tu es un si bon champion que ça, peut-être tu peux m'affronter aujourd'hui. Oh! Et là-dessus, je crois que Jordan Devlin accepte. Je crois que Jordan Devlin accepte directement. Et Sid Scala, j'allais dire le général manager, plus ou moins le général manager de NXT UK, arrive et dit très bien, on a un main event les enfants. Dans le main event aujourd'hui, Ben Carter, donc le nouveau venu à NXT UK, affronte Jordan Devlin pour le titre Cruiserweight. Mmh. Ça va être un bon match. Et ce segment, je lui ai mis un B parce que j'ai trouvé que tout le monde faisait preuve de beaucoup de personnalité et c'était pas des personnalités hyper clichés, c'est-à-dire qu'ils étaient pas tous en train de rabaisser le petit nouveau. Au contraire, il lui jetait des fleurs. J'ai trouvé ça très 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 sympa. Donc nous avons Noam Dar. Donc tout le monde a un B qui se traduit sur mon tableau par un 14, comme vous pouvez le voir à droite de votre écran, parce que j'ai fait les choses bien. Ben Carter ici, Jordan Devlin ici, et Sid Scala, même si ça sert à rien, puisque les personnalités qui ne catchent pas, les officiels non catcheux, ne sont pas comptés dans le stage de fin d'année. Mais si jamais un jour, où est-ce qu'il est, voilà. Si jamais un jour je me dis j'ai envie de faire un top des meilleures personnalités non catchesques du catch, eh ben je les compte quand même. Je compte Paul Heyman, je compte Tony Schiavone, je compte tout ça. Ensuite, nous avons, excusez-moi, ça a dû saturer salement. Ensuite, ah oui non, d'abord, le match entre Piper Niven et Ginny, donc le premier match de la soirée, était pour couronner une nouvelle aspirante numéro 1. Donc Kaylee Ray, l'actuelle championne de NXT UK, a globalement fait une propose sur Ginny en lui disant
Ouais, depuis que t'es. Faut que j'arrête de faire cette voix-là. Depuis que t'es toute petite, c'est tes parents qui t'achètent tout ce que t'as, mais ça, tu peux pas l'acheter, faut le gagner. Pff, voilà, bon, j'ai mis un C à ce segment-là, ça n'avait aucun intérêt. Ensuite, il n'y avait pas eu de graphique pour ce match-là, je suis un peu déçu, du coup, j'ai pris ça, j'ai pris une photo. Dave Mastiff, c'est le gros monsieur, a affronté Saxon Huxley parce que, globalement. Mais je sais pas trop. Saxon Huxley bolossé deux jobbers, Jack Stars et Levi Muir, qui est un nom qui ne devrait pas exister. Et Dave Mastiff s'est dit ouais, tu fais pas ça. Saxon Huxley s'est dit ta gueule. Et du coup, ils ont eu un match. Bon, des fois, c'est un peu nul. Hein, c'est un peu nul à raconter. D'autant que là encore, les tirs sont différents. Dave Mastiff fait vraiment partie du haut du mid-card. Saxon Huxley fait vraiment partie du milieu bas du mid-card. Dave Mastiff a gagné dans un match vraiment insignifiant. C'est-à-dire, bien, les deux gars sont de bons éléments, ils savent catcher, mais pas beaucoup d'histoire, pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup de connexion. Du coup, j'ai mis un C à ce match-là, donc ça va aller très très vite, le tableau. Un C à Dave Mastiff, bomber Dave Mastiff, puisque ainsi est son prénom, mais apprends à parler, connard. Pourquoi ça... nous avons un souci. Nous avons un souci avec le tableau. On va régler ça tout à l'heure. Parce que normalement, je suis censé mettre une note ici, et ici, la moyenne est censée évoluer. Or, la moyenne n'évolue pas. Je pense que nous avons... Ah, c'est ça. Ici, il est censé y avoir un chiffre, et il n'y a pas de chiffre. On réglera ça tout à l'heure. Dave Mastiff et Saxon Huxley. Si vous avez des questions concernant le tableau, je ferai peut-être un live entièrement dédié au tableau. Parce que le tableau est grand, le tableau est beau. Non, c'est pas Sam Gradwell, Saxon Huxley. Hop. Ensuite, nous avons, nous avons une vidéo promo du match qu'on va avoir la semaine prochaine. A-Kid, donc le Heritage Cup Champion dont je parlais tout à l'heure quand je parlais de Tyler Bate, qui va affronter Walter der Ring General pour le titre mondial de NXT UK. Non, le titre mondial de NXT UK, ça ne marche pas. Le titre principal, le titre de champion de NXT UK. Voilà. Mon problème avec ça, c'est que A-Kid a été pushé beaucoup trop vite, beaucoup trop loin. C'est-à-dire que déjà, il a gagné le tournoi Heritage Cup pour le titre, pour la coupe de l'héritage. Franchement, c'est chouette parce qu'il faisait partie de ceux que j'imaginais sortir au premier tour. Donc déjà, qu'il gagne tout le championnat, tout le tournoi, je me suis dit, c'est un sacré retournement de situation pour lui. Première fois qu'il défend cette coupe, c'est contre Tyler Bate. C'est contre un des 3 meilleurs éléments de NXT UK. Je me dis, là, vous poussez un petit peu loin. S'il gagne clean, vous poussez un petit peu loin. Il a gagné clean. Il dit, bon. Vous allez me dire, t'es hypocrite, t'arrêtes pas de dire que le problème de NXT UK, c'est que ça bouge pas. Et là, ça bouge et t'es pas content. Ça bouge trop. C'est exactement comme Jinder Mahal qui devient champion de la WWE. La seule différence, c'est que Jinder Mahal est un mauvais catcheur, alors que, enfin, un catcheur moins bon, je trouve, que A-Kid. Et que A-Kid a eu un titre secondaire. Enfin, vous voyez, c'est pas exactement pareil, mais ça va trop vite. Ça va trop vite et ça va trop loin. Et là-dessus, A-Kid challenge Walter, invaincu, Walter, pour le titre principal. Je ne peux pas croire une seconde que A-Kid ait la moindre chance. Tu me diras, je croyais pas que A-Kid avait la moindre chance contre Tyler Bate et il a gagné, mais justement, je le voyais pas gagner. Vous voyez, il y a cette... dans le catch, c'est important de ne pas franchir une certaine limite dans la suspension consentie de l'incrédulité. Et là, ils la franchissent pour moi. Ils la franchissent même allègrement avec A-Kid. C'est pour ça que je suis pas spécialement... En plus, ils ont annoncé le match la deuxième semaine de décembre. On va avoir le match la deuxième semaine de janvier. C'est un build vraiment très court, d'autant qu'il y a 2 semaines où il n'y a pas eu d'épisode de NXT UK parce que c'était la fin de l'année, c'était c'était Noël, c'était Nouvel An, donc il n'y avait pas eu d'épisode. Pour moi, c'est... Pour moi, c'est pas... Voilà, je suis pas dedans. Et enfin, il n'y a pas eu de match graphique parce que le match a été annoncé le soir même. Ben Carter à gauche contre Jordan Devlin à droite pour le titre Cruiserweight sur l'épaule gauche de Jordan Devlin. Excellent match. Excellent match. Il n'y aurait pas eu 2 autres excellents matchs cette semaine. Ce serait dans la discussion pour être le meilleur match de la semaine. Je parle de Raquel Gonzalez contre Rhea Ripley qu'on a vu qu'on a vu jeudi. Il y a un système de replay sur Twitch si ça vous intéresse d'aller voir ce que j'en pense. Et le match, évidemment, Kenny Omega contre Rey Fenix à Dynamite. Mais ce match a été vraiment très très bon.
Je lui ai mis un A. Je lui ai mis un A parce que, en fait, toute l'idée du match, si vous voulez, c'était de mettre en avant Ben Carter, de mettre en avant le moveset, c'est-à-dire les prises, le savoir-faire, si vous voulez, de Ben Carter. Parce que Jordan Devlin, il est champion depuis un moment, il est à NXT UK depuis le début, on sait ce qu'il vaut, on sait qu'il est bon. Mais que vaut Ben Carter? Ils ont pas, voilà, ils ont pas pris de gants. Mon move préféré, je suis désolé, j'emploie des mots anglais, j'ai horreur de ça. Mon move préféré, ça a été, mais je saurais même pas comment vous le décrire. Alors, Jordan Devlin allait faire son Devlin sign, qui est sa prise de finition. Donc, le principe, c'est qu'il prend l'adversaire est allongé par terre. Il prend le bras de l'adversaire, il le tire comme ça, l'adversaire saute, il l'attrape. Alors, l'adversaire, donc ce bras-là de l'adversaire passe par-dessus son épaule et du coup il l'attrape comme ça et prom, il tombe comme ça. Ça c'est le Devlin side. Ce qui s'est passé, c'est aller très vite. Jordan Devlin attrape le bras, soulève le bras et pendant qu'il soulève le bras, Ben Carter saute derrière Jordan Devlin. Donc là, Jordan Devlin, je suis Jordan Devlin. Ben Carter, je ne suis pas Jordan Devlin, c'est une illustration. Ben Carter est derrière moi, la tête en bas, d'accord, puisque je l'ai soulevé comme ça. Hop là, il a sauté comme ça. Donc il est derrière moi, la tête en bas. Il l'a attrapé, donc du coup ça a fini. Bon, pour ceux qui connaissent le jargon, ça a fini en Canadian Destroyer. Il a attrapé la taille. Donc imaginez Ben Carter, la tête en bas derrière moi, attrapé la taille comme ça, et du coup l'a fait basculer, wow, comme ça. Brum, pour finir en powerbomb, donc a fait tomber Jordan Devlin la tête en bas derrière lui. C'est allé extrêmement vite. J'ai mis à peu près 100 fois le temps pour l'expliquer qu'il lui a fallu pour le faire. C'était un move absolument incroyable. J'ai beaucoup aimé cette prise-là. J'ai beaucoup aimé Ben Carter. J'ai vraiment hâte de voir ce que Ben Carter va faire à l'avenir à NXT UK parce que je pense qu'on a une future star in the making parce que why not? Ok, très bien. Nous allons mettre dans le tableau les notes. Où est-il? Il est là, le tableau. Hop. Donc nous avons un A pour ces deux personnes-là. Jordan Devlin qui est dans les J qui sont donc ici. Ah oui, qui a déjà un 14 puisque n'est-ce pas, il était déjà dans le Noam Dar 11 session je sais pas quoi, mes testicules. Et Ben Carter est ici. Fantastique. Je vais répondre à certaines de vos questions tout en tout en réglant mon problème avec mon tableau. Excusez-moi, c'est nouveau pour moi. Wow, plein de questions. C'est bien, tu fais du super taf, Quintax. Je vais arrêter de me tromper. Quintax. C'est facile. La reine donne des taxes. Quintax. On va commencer par la question de Elidolo Gomez qui... Ah d'accord, ok, très bien. J'ai genre 6 questions et c'est 6 questions de... Ah mais Queenax c'est mignon aussi. Bref, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 questions, dont 4 de Elidolo Gomez. C'est absolument fantastique. Merci pour ta participation. C'est génial. La première, concernant l'épisode de 205... Est-ce que, à ton avis, Escobar contre Devlin aura lieu à TakeOver Saint-Valentin? Non, je ne pense pas, parce que je ne pense pas que Jordan Devlin pourra se déplacer d'ici là. Il y aura un takeover qui aura lieu le 14 février, et comme tout le monde qui a eu une petite amie susceptible... Oh, c'est complètement sexy ce que je dis, excusez-moi, je suis en roue libre, je dis des trucs nuls à chier. Donc oui, il y aura un takeover le 14 février, la Saint-Valentin. Je ne pense pas que ça aura lieu là. Qui sera selon toi, donc toujours à l'idole Romath, qui sera selon toi en capacité de détrôner Walter et quand, perso, mon favori reste Tyler Bate? J'en ai aucune idée. La réponse vanilla qui me vient serait Rampage Brown. Il est nouveau, il est invaincu. Mais ça me plairait pas. Je préférais que ce soit... je préférerais que ce soit Tyler Bate. Tyler Bate a déjà essayé de battre Walter 2 fois, sauf erreur de ma part, ou une seule fois. Et n'a jamais réussi parce que Walter est un ours. Et Tyler Bate est un big strong boy, mais pas strong ni big suffisamment pour... les mots sont pas dans l'ordre. C'est pas grave. Toujours à l'idole Gomez qui me demande, et du coup, vu que je ne regarde que les matchs importants, je ne suis pas au courant. Elle s'en sort, Amal. Amal est notre héros national.
C'est une catcheuse française, championne de WXW, la plus grande fédération allemande de catch, ou ex-championne. En tout cas, elle était championne quand elle a signé à NXT UK. Est-ce qu'elle s'en sort? Elle a eu une rivalité très courte contre, j'ai envie de dire, Nina Samuels, je crois. Est-ce je ne sais plus du tout comment elle s'en est sortie. Mais je suis absolument pas, comment, c'est pas objectif le mot que je cherche. Non biaisé, c'est comme ça qu'on dit en français, unbiased. Je suis totalement, voilà, j'ai un biais de Frenchie total envers Amal. Donc, pour moi, la championne de NXT UK devrait être Amal. Et la championne de AEW devrait être Shana, parce que c'est exactement pareil. Bref. Lidolo Gomez, qui est aussi une catcheuse française. Est-ce qu'elle est française ou est-ce qu'elle est portugaise? J'arrive pas à suivre, parce qu'ils arrêtent pas de dire qu'elle est portugaise, mais elle arrive avec un drapeau français. Je crois qu'elle est française. En tout cas, elle habite en France, je crois. Bref. Lidolo Gomez me demande, à ton avis, peut-on considérer le Heritage Cup comme le titre secondaire de NXT UK, comme le titre US intercontinental et nord-américain? Pour ceux qui l'ont pas, le titre des États-Unis est le titre secondaire de Raw, le titre intercontinental et le titre secondaire de SmackDown, et le titre nord-américain et le titre secondaire de NXT. Oui, je pense que l'Heritage Cup est le titre secondaire de NXT UK. Voilà. Donc je réponds. J'ai répondu aux questions concernant NXT UK. On va à présent passer à... Ah, excusez-moi, j'ai raté une question d'Ali de Gomez. D'ailleurs, le fait que tu nous parles de NXT UK me fait demander, est-ce que quand ils reprendront les UK Takeover, tu en feras des pronostics? Je pense que je vais faire des pronostics Je pense que je ferai des pronostics dans ces vidéos-là, dans ces lives-là. Je pense qu'à terme, si je continue, ça sera ici que se passeront et les pronostics et les bilans, que je les ferai en live. Comme ça fera moins de taf au monteur masqué qui pourra se concentrer sur les coins lecture et les coins lecture du coup. Et le statch, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé où en était le statch. J'ai peur d'avoir, comme qui dirait, oublié de sauvegarder pendant ce qu'on pourrait appeler plusieurs jours. Donc j'ai un peu de taf sur mon tableau de stats annuel à rattraper. Ça va reculer encore la sortie du stage, mais vous inquiétez pas, je continue de travailler dessus. Il est 35, on va se dépêcher d'entamer le bilan de SmackDown. Ploup. Oh, qu'est-ce que tu fais toi là, le diaporama? Oh là 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 là, n'importe quoi. Bon, bref. Le bilan de SmackDown. Il y a deux choses que j'ai oublié de faire dans le tableau. Pif. Parce que comme vous le savez, j'attribue des points bonus. Comme vous le savez, non. Si vous avez suivi jeudi et si vous avez un peu compris ce que je fais avec mon tableau, parce que je ne suis pas fou, tout cela a un sens. Je mets des points bonus aux gens sur le tableau. Notamment, donc j'ai mis 3 points à Auguste Gray. On va commencer par 205 Live. J'ai mis 3 points à Auguste Gray. Hop là. Qui du coup, hop là, compterait pour... Je ferai ça plus tard. J'ai mis 2 points à Ashanti The Adonis, qui était dans le match d'ouverture. Et j'ai mis 1 point aux Bollywood Boys, parce qu'ils s'en sont bien sortis, malgré le fait qu'ils soient... qu'ils soient nuls, et que... Enfin, qu'ils soient nuls, qu'ils soient présentés comme nuls. Et du coup, ça aide pas à s'investir, quoi. Parce qu'ils sont même pas nuls marrants, ils sont nuls pénibles. Alors, je cherche les Bollywood Boys, pardon, voilà, Samir Singh et Sunil Singh. Et concernant les points bonus de NXT UK, j'ai mis 3 points évidemment à Ben Carter, qui a été pour moi le catcheur le plus mis en avant dans cette édition de NXT UK. Et j'ai mis 2 points à Jordan Devlin, qui était donc la deuxième moitié de ce match, qui était incroyable. Et j'ai mis 1 point à Ginny, parce que enfin ça bouge un peu. Voilà, excusez-moi, petit détour, mais on va commencer à aborder SmackDown. Je suis très content parce que le show était très bon. Et j'avais peur En fait, pour lever un peu le rideau, je voulais commencer avec Raw, mais les deux choses qui ont fait que j'ai pas commencé avec Raw, c'est d'une part, ce jour-là, je me suis levé à 13h parce que le nouvel an, n'est-ce pas?
Donc ce jour-là, je me suis levé à 13h, du coup je pouvais pas commencer un live. J'avais envie d'instaurer ce truc que les lives où je parle de catch, c'est à midi. Donc je pouvais pas faire de live à midi quand je me lève à 13h. Et en plus, je me suis dit, tu fais bien parce que ce show a été catastrophique. Goldberg, bonjour. On en parle mardi. Ce show a été catastrophique et ça aurait été dommage de commencer sur un show où bonjour, bienvenue sur ces reviews de catch. Vous allez voir, je déteste ça. Donc voilà, à la place, on a commencé par les reviews de New Year's Evil et de New Year's Batch à Dynamite, qui ont été, je me dis, pour quelqu'un qui ne suit pas, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de dire, qui ont été nettement, mais nettement meilleurs. Nettement. On va passer à SmackDown. Le show, c'est... Il y a Mimi qui est devant la porte, je vais essayer de le faire ouvrir. Je le fais rentrer. Non, je vais pas essayer de faire ouvrir Mimi, ben non, je vais jamais y arriver. Le show a commencé avec Roman Reigns, Jey Uso et Paul Heyman qui sont arrivés sur le ring. Roman Reigns qui est le meilleur élément haut la main de SmackDown en ce moment. Donc Roman Reigns arrive et dit certes, j'ai pété la gueule à Kevin Owens la semaine dernière. Certes. Mais d'une part, il faut que vous sachiez que j'aime bien Kevin Owens. D'autre part, c'était fini. C'était fini, moi je lui en voulais plus du tout à Kevin Owens. Et d'autre part, si vous voulez vraiment chercher un responsable, le responsable c'est Adam Pearce, l'officiel, qui a officialisé le match. C'est lui qui a... J'avais dit à Adam Pearce, je ne veux plus affronter Kevin Owens. Kevin Owens est allé voir Adam Pearce en lui disant, j'ai quand même très envie d'affronter Roman Reigns. Et Adam Pearce a accepté. Du coup, si vous voulez pointer un responsable, c'est Adam Pearce. Il appelle Adam Pearce vient, et Roman Reigns commence à l'engueuler. Le jeu d'acteur de Roman Reigns, quand je pense qu'on est passé à côté de ce Roman Reigns pendant quoi? Pendant 5 ans. Bref. Roman Reigns commence à menacer très froidement et très... en sous-entendant quoi, Adam Pearce, en lui disant... alors déjà, la semaine dernière, t'as eu une très mauvaise idée de booking en faisant un match Kevin Owens contre Roman Reigns. Et cette semaine, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais un gauntlet match. On expliquera ce que c'est un gauntlet match plus tard. Parce qu'apparemment, je suis plusieurs. Tu bookes un gauntlet match dans lequel, pour déterminer l'aspirant numéro 1 à mon titre, comme si j'étais pas capable de me trouver un challenger tout seul. Est-ce que tu penses que je suis débile? Donc, Adam Pearce, qui est un peu tétanisé, dit attends, je pense pas que t'es débile, non? D'accord, est-ce que tu penses que tu es débile? Bon, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc, tu penses pas que t'es débile, très bien. Est-ce que tu penses que Vince McMahon, président de la WWE, est débile? Adam Pearce commence à s'orienter un peu vers Paul Heyman qui était dans le ring, à lui dire Paul Heyman, c'est le gros monsieur à droite. Je vais pas m'amuser à décrire qui est Paul Heyman, c'est très compliqué. Globalement, disons que c'est le conseiller de Roman Reigns, mais qui a énormément d'influence dans les coulisses. Voilà, on va se limiter à ça. Donc Adam Pearce dit à Paul Heyman, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui est en train de se passer parce que je n'arrive pas à parler à Roman Reigns. Et Roman Reigns dit d'accord, donc attendez, parce que si tu penses que Vince McMahon n'est pas stupide, et si tu penses que tu n'es pas stupide, ça veut dire que tu penses que je suis stupide. Et là on a un problème, parce que tu m'insultes. Si tu m'insultes, tu ne me respectes pas, si tu ne me respectes pas, tu ne respectes pas ma famille. Là-dessus, il commence à l'empoigner. Bon, et là je me dis, bon, Adam Pearce, ça va chier pour ton petit cul. Mais non, Roman Reigns finit par se calmer, et par dire... Ah oui, il y a un truc, c'est con parce que je vous fais pratiquement toute la promo et je vous dis un truc très important. Reigns dit tu bookes un gauntlet match, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que tu vas entrer dans ce gauntlet match toi-même? Et je me dis, c'est bizarre parce qu'ils nous ont jamais présenté Adam Pearce comme un catcheur. Je sais que c'en est un, je sais qu'il a eu une carrière avant, notamment à Ring of Honor. Mais Adam Pearce a toujours été une personnalité des coulisses, si vous voulez. Un gars qui prend des décisions en coulisses. Et du coup, je me suis dit, c'est bizarre. C'est bizarre comme ligne de la part de Roman Reigns. Mais je me suis dit, peut-être qu'il dit ça parce que c'est ce que lui, Roman Reigns, ferait s'il avait le pouvoir de choisir. Voilà, donc la promo s'arrête plus ou moins là-dessus, sur Roman Reigns qui finit par se calmer, par dire à Adam Pearce, écoute, je t'en veux pas. Je t'en veux pas. Je t'en veux pas. Je me dis, bon, Roman Reigns est très cool. Parce qu'il y a toujours cette espèce de... Il fait vraiment... parrain de la mafia. J'aime beaucoup Roman Reigns dans ce nouveau rôle.
On va passer au tableau pour juste noter ce segment-là. Faut pas que je sois aussi long sur tous les segments parce que sinon je vais déborder sur le... Remarque, j'ai plein de choses à dire sur ce truc-là et j'ai moins de choses à dire plus tard, donc c'est pas vraiment un problème. Donc je vais mettre... donc j'ai mis B+, j'ai dit. Je vais mettre les points à... non, pas à Kevin Owens, il n'était pas là. Et Adam Pearce. Alors Adam Pearce, vu qu'il apparaît aussi à rouge, je ne l'ai pas mis dans le roster de SmackDown, je l'ai mis ici. Non assigné. Voilà. Pouf. J'oublie personne. Ok. Ensuite, on a eu, ah ben voilà, par exemple, c'est typiquement le genre de truc duquel j'ai pas spécialement envie de parler. On a eu Apollo Crews contre Big E. Donc Apollo Crews a aidé Big E la semaine dernière et du coup Apollo Crews s'est dit, tu sais quoi, je t'ai aidé, je veux bien un match pour le titre intercontinental que tu possèdes. Big E a plus ou moins accepté, mais plus ou moins parce qu'il n'avait pas le choix. Faut que j'arrête de me ronger les ongles parce que je saigne des ongles. Pouf. Du coup, il y a eu ce match. Alors, ça commençait relativement bien. Ils ont vraiment fait un très bon travail à monter un peu Apollo Crews dans le roster de la WWE, parce qu'avant, il était vraiment dans l'undercard fini. Que maintenant, quand il a un match pour un titre secondaire, j'y crois. J'y crois un peu. Et en l'occurrence, j'y croyais un peu. Je pensais pas qu'il allait gagner, mais je me disais pas, il va se faire exploser. Jusqu'à ce que le match se termine sur un double tombé. C'est-à-dire que en même temps, les deux catcheurs se rivent tous les deux les épaules à terre en même temps. Du coup, ils ont tous les deux gagné et perdu. Du coup, le champion reste champion. Parce que quand il y a une disqualification, un double... Enfin voilà, quand il n'y a pas un vainqueur clair, le champion a l'avantage. Ça, j'ai mis un C-, parce que j'ai trouvé ça à chier. Mais là-dessus, Apollo, sûr d'avoir gagné, puisque il a fait le tomber, hein. Big E aussi a fait le tomber, ils ont tous les deux fait le tomber. Apollo, sûr d'avoir gagné, commence à s'énerver, il dit non, je suis champion intercontinental, je veux gagner, on refait le match. Voilà, et il y a Big E qui dit non, écoute, ça arrive, on s'est fait le tomber chacun l'un sur l'autre. C'est une. Voilà, c'est ce qui s'est passé, donc du coup, je suis champion, je suis désolé. Apollo met une claque dans la tronche à Big E. Donc Big E dit, tu sais quoi, ok, vas-y, on refait le match. Et Big E massacre Apollo. Il le massacre temporairement. Apollo finit par revenir un petit peu, mais pas suffisamment. Et Big E finit par gagner dans un match auquel j'ai mis B. Le match était bien, les deux gars sont bien. Il y a une histoire qui avance, qui progresse. Je pense que Apollo Crews est en train de faire un heel turn. Mais il ne devrait pas mettre des béquilles de scénario comme ça au milieu des matchs parce que ça fait vraiment... on va aller à la pub, donc il faut que le match s'interrompe. Donc ils se font tomber l'un sur l'autre. Parce que ça protège personne, je veux dire, ça protège pas du tout Apollo Crews puisqu'il a perdu le match, voilà, il a perdu le vrai match ensuite. Voilà, ça profite à personne et je trouve que c'est une mauvaise idée. Mais cela étant dit, donc on va mettre les notes. Donc j'ai mis un C- et un B à Biggie et à Apollo. Où sont-ils? Biggie est ici, Apollo Crews est juste au-dessus. Ok. Un B-, un C-, pardon, et un B. Hop. Ok. Ensuite, nous avons... Oh, mais cette frustration, quoi. Sonya Deville est revenue la semaine dernière. J'aurais aimé vous en parler pour vous dire à quel point ça m'a énervé. Sonya Deville, donc elle a perdu un match contre Mandy Rose où la perdante devait quitter la WWE. Hors kayfabe, c'est parce qu'il lui est arrivé quelque chose de très très moche dans la vraie vie et du coup elle avait besoin de prendre du temps en dehors du ring. Et c'est très bien qu'ils aient justifié ça, enfin c'est très bien qu'ils aient trouvé une justification pour son absence dans le scénario. Ça vraiment c'est très très bien. Ce qui aurait été parfait, c'est qu'ils trouvent une justification pour son retour. Elle est juste revenue et les commentateurs ont fait « Ah, en fait on l'a re-signé !» Et donc voilà, c'était nul. Et là-dessus, cette semaine, Sonya Deville propose son aide à Adam Pearce en lui disant ouais, je viens de revenir et vraiment, je suis pas du tout en colère. C'est pour ça que j'ai pas mis une mauvaise note à ce segment-là, c'est parce que Sonya Deville est excellente.
Elle dit, je suis même pas en colère, vous voyez, j'ai perdu un match pour me faire virer de la WWE, tandis que mon ancienne partenaire par équipe et meilleur ami est parti à Raw pour faire une autre équipe totalement random à Raw et a totalement foutu ma carrière en l'air. Je suis même pas en colère. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Et elle a proposé son aide à Adam Pearce. Donc ça veut dire que Sonya Deville va devenir une personnalité des coulisses. Au moins elle a un rôle. Au moins elle fait quelque chose. Je suis pas content, mais au moins elle fait quelque chose. Et truc bizarre encore, Sonya Deville dit à Adam Pearce, j'ai vu que vous aviez organisé ce gauntlet match, probablement que vous voulez rentrer dans ce gauntlet match. Et je me dis, mais pourquoi vous insistez là-dessus? Et Adam Pearce dit, non, je ne vais pas du tout rentrer dans ce match. Mon dernier match, c'était il y a 6 ans, je ne suis plus du tout un catcheur, je pourrais même pas battre l'arbitre. Alors, Roman Reigns, même pas, parce que le gauntlet match est pour couronner un nouvel aspirant numéro 1 au titre de Roman Reigns, donc qui affrontera Roman Reigns au PPV Royal Rumble qui aura lieu dans 3 semaines. Ou 4 semaines, enfin bon, qui aura lieu à la fin du mois. Comment excusez-moi, je vérifiais que ça diffusait toujours. Et, et voilà, et ça m'a juste surpris. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils n'arrêtent pas d'insister sur le fait que Adam Pearce pourrait s'introduire dans un match alors que il n'y a rien qui dit qu'il retourne sur le ring, quoi. À ce moment-là, j'avais encore pas compris. Segment suivant. Je crois que j'avais... Ouais, j'avais ça pour Sonya Deville et Adam Pearce. Voilà. Sonya Deville qui propose son aide à Adam Pearce. C'est fantastique. Ensuite, segment suivant. La rivalité entre Bianca Belair à droite et Bayley à gauche n'est toujours pas finie. Globalement, Bayley, elles se sont toutes les deux annoncées pour le Royal Rumble féminin, mais il faut qu'elles arrêtent de s'annoncer toutes pour le Royal Rumble féminin parce que c'est à peine s'ils ont 34 choses. Donc, toutes les catcheuses que tu connais sont dans le Rumble féminin, à l'exception des championnes et de leurs challengers, qui ont déjà un match. Sauf quand les championnes et les challengers sont également dans le Rumble, comme c'était le cas il y a 2 ans. Becky Lynch. Donc, Bayley dit... Ah, attendez, j'essaie de me rappeler. Bayley dit à Bianca Belair, c'est bien que tu sois dans le Rumble, mais tu vas jamais le gagner. D'ailleurs, l'année dernière, tu m'as pas éliminé. Bianca Belair fait remarquer qu'elle l'a pas éliminé parce que Bayley n'était pas dans le Rumble l'année dernière, parce qu'elle était championne. D'ailleurs, cette année, si elle gagne, ça aurait été un honneur d'affronter une championne telle que elle, mais ça ne sera pas possible puisque Bayley n'est plus championne. Bref, voilà. Ça se parle mal. Ça se parle mal, ça se parle bête. Et c'est à peu près tout ce qui se passe à ce niveau-là. Ensuite, en parlant de que ça parle pas beaucoup, que ça bouge pas beaucoup, il y a Carmella avec son sommelier Reginald derrière qui dit à Sasha Banks que globalement elle en a pas fini avec elle. Voilà. Ensuite, on a eu un match Street Profits contre les Dirty Dogs. Les Dirty Dogs. Je prononce comme ça parce que c'est D-A-W-G-S. J'ai envie de mettre un Z tellement c'est nul. C'est un nom qu'ils ont chopé la semaine dernière. Je dis chopé parce que c'est pas un nom, c'est une maladie. Bref. Les Dirty Dogs. Donc les Street Profits étaient champions de SmackDown au début du match. Mais les Dirty Dogs ont agressé les Street Profits la semaine dernière et ont particulièrement ciblé le genou de Montez-Ford, ce qui est malin puisque la plupart de l'offensive de Montez-Ford, c'est d'être un homme monté sur ressort, globalement. Donc si tu lui enlèves ses jambes, tu lui enlèves pratiquement tous ses avantages. Le match a été vraiment très bon. Le match a été vraiment très bon parce que les 4 gars sur le ring étaient vraiment très bons. Le seul vrai problème que j'ai, c'est que les titres par équipe à la WWE sont incroyablement dévalués. C'est-à-dire que, voilà, là, on a un match de championnat dans un épisode random de SmackDown contre une équipe qui est même pas une équipe. Je veux dire, Dolph Ziggler et Robert Roode, j'arrive pas à vraiment à les considérer. Les Dirty Dogs, j'arrive pas à les considérer comme une équipe. Je veux dire, jusqu'à la semaine dernière, ils avaient même pas un nom d'équipe. Ils ont toujours pas une musique d'équipe. Ils ont pas. Enfin, c'est très difficile de les considérer comme une vraie équipe. Déjà, cette semaine qu'ils ont introduit, qui est vraiment chouette et qui est vraiment important, je trouve, quand on est dans une équipe, c'est un finisher par équipe, une prise de finition par équipe. Et voilà, là, je crois que c'est la première fois qu'ils le font. C'est possible que je me trompe. Je crois que c'est la première fois qu'ils le font. Si c'est pas la première, c'est pas un truc qu'ils font depuis longtemps.
Robert Roode fait un spinebuster pendant que Dolph Ziggler fait un zigzag derrière pour la victoire. Et c'est ce qui s'est passé cette fois-ci. Ils ont profité de la blessure de Montez Ford pour gagner les titres. J'aurais bien envie d'être content pour eux, mais la vérité, c'est que il n'y a aucun prestige, si vous voulez, dans les titres par équipe mais même tous les titres par équipe de la WWE, je veux dire, le titre par équipe de SmackDown et de Raw, n'ont aucun prestige. D'ailleurs, dans une interview, FTR, donc une équipe de AEW qui avant était à la WWE, on dit, franchement, on ne voulait pas gagner les titres, on préférait ne pas les gagner, parce que quand tu n'as pas les titres, tu peux au moins avoir l'histoire de chercher à avoir les titres, ou tu peux avoir une rivalité avec une autre équipe, où tu peux avoir des trucs intéressants. Une fois que tu gagnes les titres, t'as plus rien. Tu as des titres qui ne veulent rien dire, tu peux rien défendre, tu peux rien... Enfin voilà, tu peux rien défendre, tu peux défendre les titres, mais t'as plus de trucs à conquérir, t'as plus d'enjeux à défendre, t'as plus d'histoire, quoi. Et je peux comprendre. Je peux comprendre ce point de vue. Je suis pas très étonné que des équipes à la WWE cherchent activement à ne pas être champions. Donc là, voilà, les Dirty Dogs sont devenus champions, mais pour l'importance que ça a. Allez, on va aller au tableau, histoire de mettre la note du match. Ah putain, non, si je m'en tiens à ce que j'ai décidé, il reste 10 minutes de live, ça va être très très short, donc je pense qu'on va déborder un peu. Les Street Profits et les Dirty Dogs, ils ont eu un match à 14. Donc ouais, un B, c'est ça, l'aisance. Ensuite, nous avons eu un segment où Sonya Deville était en train de donner des conseils totalement random à Adam Pearce quand Paul Heyman est arrivé. Et Paul Heyman a dit, et c'est là que j'ai compris où il voulait en venir, Paul Heyman a dit à Adam Pearce, j'ai une très bonne nouvelle. J'ai une très bonne nouvelle parce que dans son immense générosité, le champion universel, Roman Reigns, m'a demandé de tirer quelques ficelles en coulisses pour que je puisse t'introduire dans le gauntlet match de ce soir. Parce que je sais que c'est ton rêve depuis que tu es tout petit de devenir de devenir un champion mondial à la WWE. Ça va enfin être possible. Et c'est grâce à Roman Reigns. Et là, je me suis dit, c'est comme ça qu'ils vont punir Adam Pearce. Je me suis dit, en fait, là, ce que je me suis dit, c'est, ils vont faire le gauntlet match. Un face va durer tout le match. Vu les catcheurs qu'il y avait dedans, donc ils ont annoncé Sami Zayn, Shinsuke Nakamura, Daniel Bryan, King Corbin et Rey Mysterio. Je me suis dit, bon, c'est forcément un face qui va durer tout le match. Daniel Bryan a dit qu'il voulait rentrer dans le Rumble et gagner le Rumble. Ça, c'est ce que Daniel Bryan c'est les projets de Daniel Bryan. Donc, ils vont pas faire gagner Daniel Bryan. Et le seul face, à part Daniel Bryan, c'est Rey Mysterio. Donc, je me suis dit, Rey Mysterio va battre tous les autres adversaires. Et là-dessus, Jey Uso et Roman Reigns vont arriver, vont démolir Rey Mysterio et vont intimider Aiden Pierce. C'est Aiden Pierce ou c'est Adam Pierce? Je crois que c'est Aiden Pierce. Je sais. Non, Aiden Pierce, c'est le personnage de Watch Dogs. C'est pour ça que j'ai envie de dire Aiden Pierce. Donc Adam Pierce. Ils vont intimider Adam Pierce pour qu'il fasse le tomber sur Rey Mysterio. C'est plus ou moins ce qu'on a eu en mieux. Et c'est là que je suis très content. Ensuite, on a eu un segment que j'ai beaucoup aimé, Billy Kay. Ah, j'ai pas d'image pour ça. Billy Kay est en recherche d'une partenaire par équipe puisque ils ont dissous son équipe avec Peyton Ross, qui était une des meilleures équipes féminines de la WWE. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Billy Kay cherche sa place dans la division par équipe. Et du coup, en ce moment, elle harcèle différentes catcheuses en disant, avec une photo d'elle, avec son CV derrière, en disant je sais faire plein de choses, regardez tout ce que je sais faire. Et elle est vraiment très drôle. Et la semaine dernière, elle a... Alors, il faut que je vous raconte tout le truc. Il y a 3 semaines, elle est venue avec Natalia dans un match contre le Riot Squad pour dire, voilà, regarde Natalia, on peut être très très bonne en équipe. Elles ont perdu, parce que Billy Kay a perdu. Ensuite, elle a fait la même chose avec Tamina, donc une autre catcheuse, en disant regarde Tamina, nous deux on peut devenir une super équipe, on va battre le Riot Squad. Le Riot Squad a gagné, je pense, parce que Billy Kay faisait tellement chier que Tamina a été distraite, ou un truc comme ça. Bref, c'était super drôle. Enfin, super drôle, faut pas exagérer, c'était souriant. Et la semaine dernière, là c'était drôle,
Billy Kay est arrivé en disant « Voilà ma partenaire équipe par équipe, Tamina ». Je me suis dit « Ah, vous l'avez fait la semaine d'avant, c'est un peu naze ». Et Natalia, je me suis dit « Attends, on va se mettre à 3 ». Non, Billy Kay joue le rôle de manager pour Tamina et Natalia. Ok, je perds à chaque fois, c'est pas grave, je vais pas catcher, je vous regarde catcher et je vous encourage. Et pendant le match, Billy Kay s'est mis à encourager le Riot Squad, c'est-à-dire progressivement, elle s'est dit je vais être du côté qui gagne. Et voilà, et à la fin, elle a voulu célébrer avec elle, sauf que le Riot Squad se disait putain, mais elle est lourde, elle est chiante. Et là, cette semaine, Billy Kay arrive, propose encore ses services au Riot Squad, qui refuse. Billy Kay se met à pleurer. Elles essayent de la consoler. Liv Morgan dit un truc genre. Liv Morgan, qui fait partie du Riot Squad, dit un truc genre écoute, c'est pas qu'on veut pas de tes services. Super, je savais que vous alliez finir par accepter. Et après, elle dit vu que le Riot Squad, elles ont une gimmick plus ou moins punk, surtout Ruby Riot, mais voilà, elles ont une gimmick plus ou moins punk. Billy Kay dit regardez, je me suis mis au parfum, j'ai écouté du Blink 182. Il dit waouh, oh putain. Et vous voyez dans mes compétences sur mon CV que je sais mosh pit. Comment traduire mosh pit, faire un pogo dans la fosse, j'en sais rien. J'ai jamais été dans cet univers-là, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Donc voilà, c'était très très drôle. Je vous en parle parce que c'est pas suffisamment mis en avant. Les catcheuses de la WWE sont vraiment très très bonnes. Elles devraient avoir plus à faire. Hashtag Sonia Deville, hashtag Bianca Belair, hashtag Rhea Ripley, hashtag pratiquement toutes. Hashtag Naomi. Et on finit par le Gauntlet Match. Qu'est-ce qu'un Gauntlet Match, vous demandez-vous depuis 1 heure maintenant. Deux catcheurs commencent le match. Et globalement, le gagnant affronte l'adversaire suivant jusqu'à ce que quelqu'un gagne. Voilà. Donc c'était ces 5-là dans l'ordre: King Corbin, Rey Mysterio, Daniel Bryan, Sami Zayn, Shinsuke Nakamura, et donc Adam Pearce qui a été ajouté au match. Ça a commencé avec Rey Mysterio contre Sami Zayn. Donc je me dis, bon, très bien, il commence par Rey Mysterio, c'est ce que j'avais anticipé. Sami Zayn qui arrive en se plaignant en disant globalement que c'est une conspiration contre lui, que déjà il y avait une conspiration qui l'a fait perdre son titre intercontinental la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, mais en plus, il a demandé à être dans le match parce que c'est normal qu'il soit dans le match, mais comme par hasard, il est premier. La place où il a statistiquement le moins de chances de gagner, bref. Et donc il est venu avec une équipe, avec 2 gars, avec une caméra et un appareil photo sur le ring, disant je vais tourner un documentaire pour que les gens sachent la vérité sur cette conspiration contre moi. Quand le match commence, il est encore en train de parler à son équipe technique, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Rey Mysterio lui fait son 619 et un frog splash pour la victoire. Sami Zayn est éliminé en moins de 10 secondes. Là-dessus arrive Nakamura. Donc tout se passe plus ou moins comme je l'avais anticipé, jusqu'à ce que Nakamura gagne. Et là je me dis, bizarre. Enfin, pas bizarre. Je me dis pas bizarre, je me dis, ils vont mal booker le Gauntlet Match. C'est-à-dire, à chaque fois que quelqu'un arrive, il va battre celui qui était là avant. C'est-à-dire, voilà, Rey Mysterio bat Sami Zayn, Nakamura bat Rey Mysterio, qui que ce soit qui arrive derrière, par exemple, en l'occurrence, c'est King Corbin qui est arrivé derrière. King Corbin va battre Nakamura, Daniel Bryan va battre Corbin, et à la fin, Roman Reigns et Jey Uso vont arriver, vont agresser Daniel Bryan et vont intimider Adam Pearce pour qu'il gagne. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé, et c'est là que je suis vraiment très agréablement surpris. Nakamura a battu Corbin. Corbin qui a par ailleurs agressé Rey Mysterio avant le début du match, donc ça veut dire que cette rivalité-là continue, ce qui est plutôt chouette. Enfin, c'est chouette que Rey Mysterio ait quelque chose à faire. Moi, j'aurais mis Murphy dans le rôle que je pensais qu'ils allaient attribuer à Rey Mysterio, qu'ils ont fini par attribuer à Shinsuke Nakamura. Mais bon, Nakamura c'est très très bien aussi. Ils se sont rappelés que Nakamura est Nakamura, c'est quand même chouette. Donc un des meilleurs talents qu'ils aient dans le roster. Nakamura a battu Corbin alors que Corbin a vraiment sorti son jeu le plus agressif dans le match. Et je me suis dit, et ils ont réussi à rendre Nakamura face. Je vais pas dire ça, mais ils ont réussi à me faire avoir envie que Nakamura gagne. Parce qu'il a battu Rey Mysterio de façon totalement clean, avec une clé de bras, je crois. Et il a battu Corbin complètement clean aussi.
en le surprenant alors que King Corbin allait lui faire une corde à linge, un coup de la corde à linge. Shinsuke Nakamura a contré en mettant son genou dans la gueule de Corbin pour la victoire. Et à ce stade, je me dis, si vous avez vraiment envie de faire les choses bien, faites gagner Nakamura jusqu'au presque bout. Évidemment, vous allez faire gagner Adam Pearce à la fin, mais faites gagner Nakamura contre Daniel Bryan dans un match excellent. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu Shinsuke Nakamura contre Daniel Bryan. Vraiment, vraiment un excellent match. Vraiment une excellente portion du match. Je vais vous parler des notes que j'ai mises plus tard, parce que pour les gauntlet match, ce que je fais, c'est que je mets une note individuelle à chaque rencontre 1 contre 1. Et donc Nakamura a affronté Daniel Bryan voilà, dans un excellent match. Le truc, c'est que là, Nakamura pouvait difficilement avoir le dessus en termes de vitesse, parce que Daniel Bryan allait aussi vite, contrairement à Corbin. Nakamura n'avait pas non plus l'avantage technique, parce que Daniel Bryan est un excellent technicien. Et comme Nakamura avait battu Rey Mysterio avec une clé de bras, il y avait aussi ça qui pesait dans la balance. Mais voilà, ils ont eu un match absolument génial, et Nakamura a fini par gagner en surprenant Daniel Bryan avec, là encore, un Kinshasa dans la face. Je ne sais pas si on peut parler de Kinshasa, c'était juste un genou dans la face, un running knee dans la face. Seul bémol, ces abrutis à la production. Donc, il n'y a pas de public en ce moment à la WWE. Il y a les écrans qui diffusent des gens, et il y a un gars à la production qui met des bruits de foule, qui met des bruits. D'ailleurs, des fois, c'est buggé, c'est un peu rigolo. Les adieux de l'Undertaker à Survivor Series, ils ont voulu faire le public qui fait Rest in Peace en même temps que lui. Et ça a fait. Le public a fait Rest in Peace. Donc le public a fait Rest in Pipi. C'est ce qui s'est passé pour les adieux de l'Undertaker. C'est. Voilà. Et là, en l'occurrence, à la production, quand Shinsuke Nakamura a battu Daniel Bryan, et que j'étais super content parce que je me suis dit, yes, il se rappelle que Nakamura est génial, enfin. Ils ont mis des bouffes, ils ont mis des huées. Je sais pas comment ils peuvent être déconnectés de ce qu'on ressent à ce point-là. Enfin, je sais pas vous comment vous vous situez à ce niveau-là. Quand Shinsuke Nakamura a gagné, quand il a battu Rey Mysterio, puis Corbin, puis Daniel Bryan, moi j'étais super content pour lui, quoi. J'étais super content que enfin Nakamura gagne des trucs. La dernière fois, Nakamura a perdu en 1 contre 1 de façon clean contre Otis. Pitié, quoi. Nakamura, quoi. Donc là, j'étais super content, et ils ont mis des huées. C'est vraiment le seul point noir du match, parce que le final était grandiose. Le final était encore meilleur que ce que. Donc quand je vous disais que c'était encore meilleur que ce que je pensais, c'est non seulement ils ont réinstallé Nakamura en haut de la carte, et ça c'est chouette, pourvu qu'il y reste. Le final était encore mieux que ce que j'ai imaginé, parce que Roman Reigns, Jey Uso et Paul Heyman sont arrivés avant Adam Pearce. Adam Pearce est arrivé vraiment en survette, c'est-à-dire absolument pas préparé. J'avais peur qu'il fasse Adam Pearce essaye de retrouver ses jours de catcheur. Non, ils ont changé. Enfin voilà, son personnage n'est pas un catcheur, n'est plus un catcheur. Ils l'ont établi comme ça, il est comme ça. Et ça, c'est bien. Adam Pearce arrive sur le ring. Évidemment, il ne veut pas. Non, Adam Pearce n'arrive pas sur le ring. Roman Reigns fait un signe de tête à Jey Uso. Jey Uso monte sur le ring et super kick Nakamura. Il passe Nakamura à tabac tous les deux, évidemment. Et ils invitent Adam Pearce à faire le tomber. Adam Pearce, c'est pas qu'il refuse, c'est qu'il est. C'est même pas qu'il hésite, c'est qu'il sait pas quoi faire. Voilà, il est perdu. Jey Uso lui met un super kick dans la gueule. Donc Adam Pearce est KO, puisqu'il a établi qu'il ne valait rien sur le ring. Donc un super kick de Jey Uso, évidemment, il est KO. Jey Uso traîne Adam Pearce non, d'abord Roman Reigns fait un signe de tête au timekeeper, donc au gars qui commence et termine les matchs, celui qui s'occupe de la cloche. Il lui fait un signe de tête. On entend juste un seul son de cloche, alors que normalement c'est 3 sons de cloche évidemment quand un match commence, mais le timekeeper... J'imagine le timekeeper avoir peur de Roman Reigns, parce que j'imagine tout le monde avoir peur, être intimidé par Roman Reigns. Là-dessus, donc, il tire Adam Pearce sur le corps sans vie de Nakamura. Et même l'arbitre regarde Roman Reigns, genre, c'est pas un match, c'est pas vrai ce qui se passe. Roman Reigns juste le regarde. Et l'arbitre,
Bon, bah, j'ai pas envie de mourir. Et l'arbitre fait le tomber et Adam Pearce gagne. Et on entend la musique de Roman Reigns et Roman Reigns lève son titre. Voilà. Génial. Génial. Roman Reigns est vraiment au sommet de la montagne. Il est excellent. Il a son meilleur run depuis le début de sa carrière à la WWE. Je l'ai trouvé, enfin voilà, je le trouve vraiment excellent. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Je sais pas comment ce match va s'annoncer, Adam Pearce contre Roman Reigns. J'imagine que Reigns va le tuer, mais j'imagine qu'Adam Pearce va être sauvé pour quelqu'un qui va être le concurrent enfin l'aspirant numéro 1 au titre de Reigns pour Fastlane, c'est ça le PPV qui est après le Rumble. J'imagine qu'on se dirige vers ça. On va voir. On va voir. Je spécule pas trop fort parce que je ne sais pas. Mais pour moi, ça se dirige vers ça prend cette direction-là. Le tableau, parce que là, on a beaucoup de notes à mettre. Alors, tout d'abord, nous avons Rey Mysterio avec Dominique contre Sami Zayn. J'ai mis un C+, parce que, hein, voilà. C'est allé vite, c'était marrant, bon. Sami Zayn mérite mieux, c'est une évidence. Mais bon. Hop là, donc j'ai dit son fils était là en tant que manager. Rey Mysterio contre Sami Zayn. Sami Zayn qui est ici. Ensuite, on a eu le match Rey Mysterio toujours avec Dominique contre Shinsuke Nakamura, auquel j'ai mis un C. Ah oui, parce que j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas une très très bonne alchimie les deux. Il y a plusieurs fois où ils ont botché des prises, il y a plusieurs fois où c'était pas propre quoi. C'était pas bien beau quoi. Et d'ailleurs, Cesaro était pas là, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, on a eu King Corbin ici contre Shinsuke Nakamura. Merde. Hop. Ensuite, on a eu Daniel Bryan, auquel j'ai mis B, parce que je commençais à me hyper beaucoup pour Shinsuke Nakamura. Ensuite, on a eu Daniel Bryan contre Nakamura, auquel j'ai mis un A-, le moins étant les huées dont j'ai parlé. Et enfin, on a eu Nakamura, Roman Reigns, Jey Uso, Paul Heyman et Adam Pearce, auquel j'ai mis un A sans la moindre hésitation. J'ai trouvé ça vraiment génial. Et Adam Pearce qui est tout en bas du tableau puisqu'il n'est pas spécialement à SmackDown. Ici. Voilà. On va passer directement au point bonus avant que je ne passe à vos questions. J'ai mis 3 points à Roman Reigns qui est vraiment la star de ce show sans la moindre hésitation. Mais j'ai mis 2 points à Nakamura. Pourvu qu'il garde quelque chose avec ça, quoi. Ils ont réétabli Shinsuke Nakamura. Il a battu 3 stars de SmackDown. J'inclus Corbin là-dedans parce que Corbin est présenté comme un gros deal, hein, donc voilà. Et j'ai mis 1 point à Biggie qui a défendu son titre et qui montre, voilà, qui est bien, qui est pas. J'attends un peu qu'il passe la seconde, Biggie, mais pour l'instant il est bien. Voilà. Et comme vous le savez pas du tout, puisque je vous en ai pas encore parlé, toutes les semaines, je vous en ai parlé pour les PPV. Si vous suivez les stats que j'ai tendance à faire que je faisais sur Linksoft, hop là, j'attribue 6 points, bonus, hop là, au PPV, mais j'accorde aussi 6 points bonus, enfin, c'est plus que 6 points du coup. J'accorde des points bonus par semaine pour pas que les 3 points d'Auguste Gray à 205 Live valent les 3 points de Roman Reigns ou des Young Bucks, enfin ou du alors j'allais dire le Bullet Club, il s'appelle pas le Bullet Club, il s'appelle la Super Elite à AEW. D'ailleurs, c'est eux qui vont rafler les 6 points. Hop là, 6 points pour tout le monde. Allez, 6 points, c'est cadeau. Parce qu'en fait, ils font tous partie de Super Elite là. C'est pour ça que je mets les 6 points à tout le monde. La deuxième meilleure entrée de la semaine. Bon, alors attendez, on a Rey Fenix, on a Keith Lee. Qu'est-ce qu'il a fait, Keith Lee? Ah oui, il a eu un bon match contre Drew McIntyre. On a Rhea Ripley et Raquel Gonzalez. Il y a Ben Carter aussi. Et il y a Roman Reigns. Ah là 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 là, c'est très difficile. Deuxième meilleure entrée de la semaine. Moi, je dirais.
Ah là 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 là. Je vais dire Ray Phoenix. Je vais dire Ray Phoenix. Hop là. Alors ce X là, ça veut dire ça compte pour le stage du mois. Ce X là, ça veut dire ça compte pour le stage du mois, même si. Enfin, ça. En fait. Bon, bref, on s'en fout complètement. Euh, Ensuite, je mettrai Raquel Gonzalez et Rhea Ripley. Pas dans cet ordre-là, dans l'autre sens. Hop, hop. Vous êtes peut-être pas d'accord. C'est pas grave. C'est pas grave de pas être d'accord. On a tous la même passion. C'est fantastique. Le monde est par contre, attendez, 6, 4, 6, 3. Ensuite, ça va se jouer entre Keith Lee. J'ai pas parlé de Finn Balor aussi. Ouais, non, ça va plutôt se jouer entre Ben Carter, Roman Reigns et John Moxley. Je vais dire qui j'ai envie, qui s'est démarqué au niveau de la semaine. Je vais dire 2 pour Ben Carter et 1 pour Roman Reigns. Je sais pas. Ah, c'était son début et c'était quand même un très bon. Ouais, non, je vais dire 2 pour Ben Carter et 1 pour Roman Reigns. Je le maintiens. Hop là. Voilà. Et du coup, ça nous fait. Donc, vous voyez, quand je vous dis que dans le stage annuel, je ne choisis pas les entrées, même si je choisis les entrées, vous allez voir. En fait, c'est. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à faire, hop là, trier par ordre décroissant sur la colonne BT, parce que c'est ça qui est intéressant dans le catch. Et ça me les range dans l'ordre. Et du coup, voilà. Et en fait, ce que je fais pour les stats, c'est que ceux qui ont une petite croix, ils comptent. Et les autres, ils ont juste une bonne moyenne, mais ils comptent pas parce qu'ils ne se sont pas spécialement démarqués lors d'un épisode. Par exemple, et là, voilà. Donc là, ça nous fait un top totalement pété où, où en numéro 1, on a Rhea Ripley. En numéro 2, on a Raquel Gonzalez. Du coup, en numéro 3, on a The Super Elite. En numéro 4, on a Roman Reigns, Ray Phoenix, Ben Carter. Bref, pour l'instant, ça ne veut absolument rien dire. Voilà, voilà, voilà. Et si vous voulez tous les détails, ensuite, normalement, je vais sur l'onglet 2021 pour les ranger dans l'ordre. J'ai pensé à tout masquer, donc vous ne saurez pas, vous n'aurez aucune information sur le stage de 2020 que je vais tourner bientôt, prochainement, dès que j'aurai fini de l'écrire, ce qui était presque fait, voilà. Et je mets à jour aussi les notes des champions en fonction de leur règne. Bref, c'est un gros tableau, c'est un beau tableau. Il est fantastique. Le meilleur règne en ce moment, c'est Roman Reigns. Voilà. Le pire, c'est R-Truth. C'est pas très surprenant. Voilà, voilà, voilà. Je vais revenir, hop là, sur l'onglet janvier et je vais revenir à la caméra pour répondre, pour finir de répondre à vos questions, parce que j'ai déjà débordé d'une grosse dizaine de minutes. Donc on va faire ça très très vite. Excusez-moi, je cherche ma page. Elle est où? Elle est là. On a quelques questions. Ah oui, on a pas mal de questions. Donc je vais tâcher d'y répondre relativement vite. Je vais grossir la page parce que j'ai des lunettes, mais il faut que j'en change, je pense. Alors, allons-y. C'est trop gros, c'est trop gros. Arrête je ne vois plus qu'est-ce qui se passe. Ok. Alors, Elidolo Gomez, j'ai vu notamment sur ton Discord par exemple, pas une critique, hein, juste une observation. C'est toujours des phrases très très bonnes qui commencent comme ça. Mais beaucoup de gens ont l'air de plus en plus déçus de Reigns, pensent que c'est dommage de l'écrire comme un catcheur infoutu de gagner et que ça devient imbuvable un champion universel de la sorte. Je ne suis personnellement pas d'accord. Que penses-tu de ce côté de son perso? Je suis pas d'accord non plus. Je suis pas d'accord non plus parce que ça met vachement en avant ses adversaires. Et autant Kevin Owens, ça a été plus ou moins établi qu'il l'aurait gagné si Roman Reigns n'avait pas triché. Autant Jey Uso, c'était pas sûr et certain. Peut-être que Roman Reigns aurait fini par gagner s'il n'avait pas triché. Il prend des raccourcis, mais ça fait pas. Enfin bref, je suis pas d'accord du tout. Ellie de Logomez toujours. Vu qu'on parle de Roman et du Rumble, le sujet qui commence à se faire sentir, qui est selon toi le favori du Royal Rumble, féminin comme masculin? Quintax, j'ai vu que tu donnais ton avis perso après, je vais pas lire ton avis, je suis désolé. Voilà. Je sais pas, parce que tu me donnes ton avis, mais je sais pas si je le lis ou pas. Je ne sais pas si je le lis ou pas. Je ne sais pas. Ah. C'est pas mon avis, d'accord, pardon, excuse-moi. J'ai cru que c'était. D'accord, j'ai cru que c'était ton avis. Ok. C'est celui d'Ali de Logometh. D'accord. Autant pour moi. Donc je vais tout lire, d'accord. Je me suis dit, je trouvais ça bizarre aussi. Donc Ali, qui est selon moi le favori pour le Royal Rumble?
Personnellement, donc d'après Gomez, j'aimerais beaucoup, enfin elle est d'après Idolo, je sais pas, d'après elle. Personnellement, j'aimerais beaucoup que Lesnar revienne au Rumble, mais avant qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit, Drew est la prochaine entrée, il l'élimine et regagne le Rumble. Ce serait à chier, si je peux me permettre de réagir à ton avis. Et regagne le Rumble en tant que champion et va affronter Reigns dans un winner takes. Oh, ce serait à chier, de la merde partout sur les murs. Oh non, pitié, faites pas ça. Ah non, 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 ah ce serait, je suis absolument pas d'accord avec toi. Ce serait, non, ce serait, oh non. Ils ont deux très bons champions. Pourquoi est-ce qu'ils sacrifieraient l'un des deux pour rien, quoi? Non, non, ce serait très mauvais. Et en plus, Lesnar revient et job à Drew. Mais non, c'est une très, très mauvaise idée. Qui va gagner? Qui va gagner le Rumble d'après moi? J'aurais dû y réfléchir avant. Écoute, sans y réfléchir la moindre seconde, je vais dire Daniel Bryan pour le masculin. Et je vais dire qui j'aime bien côté féminin. Je vais dire Rhea Ripley pour le féminin. Voilà. J'ai pas du tout réfléchi. Je ne sais absolument pas. Je ne sais absolument pas. Voilà. Je saurais pas te donner d'arguments. Juste voilà. Quintax, évite de reprendre des questions maintenant parce que sinon ça va jamais finir. Donc pour les questions là c'est fini. Voilà. Comme ça vous le savez aussi. Lynx, tu mets pas 6 points à Kenny Omega pour le score de la semaine. Oui, j'ai pas compris le système. Ou j'ai pas compris le système. J'ai oublié Kenny Omega. Kenny Omega fait partie de Super Elite, hein, donc c'est tout à fait possible que... si je l'ai pas mis, c'est un oubli. Bah oui, je l'ai pas mis, c'est un oubli. Tu fais bien de me le faire remarquer. Je l'aurai remarqué plus tard, mais effectivement, c'est une erreur de ma part. On passe aux questions concernant SmackDown. Pour toi, quel serait le meilleur aspirant au titre si Kevin Owens ne gagne pas contre Roman Reigns? Bah, Kevin Owens ne fait plus partie du truc, je crois. Je crois que la rivalité avec Kevin Owens est terminée. Je crois. Elle n'est probablement pas terminée. Daniel Bryan? Peut-être. Ils ont un roster très, 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 très dense à la WWE. Donc vraiment, là, j'ai envie que ce soit Shinsuke Nakamura, par exemple. Mais il faut que ça dure, il faut que ça reste sur ce niveau-là. Je vais dire Daniel Bryan. Elidolgreth. Maintenant que leur règne est vraiment fini, que penses-tu de ce qu'a été vu l'échange de ceinture? Ah, pitié! Règne des Profits. Personnellement, je résumerais ça par de la M 3.4 astérisque. Mais je suis pas très objectif. Qui est objectif vis-à-vis de ça? Le plus objectif d'entre nous, c'est Dave Metzler. Et lui-même n'est pas objectif et le reconnaît. J'ai trouvé leur règne à chier, insignifiant. Voilà, ils ont rien fait pour élever la ceinture. Ils ont battu les Viking Raiders, qui était une rivalité extrêmement forte et extrêmement, qui avait beaucoup de poids à NXT. Là, ils les ont battus dans un épisode random de Raw, sans que ça soit, enfin, ça aurait dû être plus gros que ça. Ça aurait dû être énorme que les Street Profits battent les Raiders. Voilà. Et alors le coup des échanges de ceinture, pour ceux qui l'ont pas, globalement, il y a eu un draft, donc il y a eu des changements entre Raw et SmackDown, des échanges entre Raw et SmackDown en début du mois de novembre, octobre, je sais plus. Le New Day, qui était champion par équipe à Raw, qui était champion par équipe à SmackDown, sont passés à Raw, et les Street Profits, qui étaient champions par équipe à Raw, sont passés à SmackDown. Et du coup, je me suis dit, du coup, ils vont rendre les ceintures vacantes pour qu'il y ait un tournoi peut-être pour récupérer les ceintures. Non, en fait, ils ont échangé les ceintures. Prestige. Voilà. Ensuite, questions concernant le catch en général, et j'avoue que c'est mes questions préférées parce que souvent ce sont des questions de gens qui ne connaissent pas bien le catch, et du coup c'est un plaisir d'y répondre. Il n'y a pas de questions bêtes, n'hésitez pas à me poser vos questions, ce sont les questions auxquelles je préfère répondre. Kawitful me demande, étant néophyte, je me pose une question, est-ce que la réputation des personnages serait pas le plus important finalement? Complètement. C'est-à-dire qu'il y a il y a un dicton dans le catch, c'est pas le titre qui fait le champion, c'est le champion qui fait le titre. S'il y a un champion de merde si tu as un champion de merde, ça dévalue le titre. Le titre lui-même n'élève pas vraiment un catcheur. C'est-à-dire que le titre lui-même peut élever une histoire, ou peut être l'enjeu d'une histoire, peut être... comment dirais-je? Mais mettre un titre sur... là, par exemple, Robert Roode et Dolph Ziggler, les Dead Dogs sont devenus champions. Ça change absolument rien
à leur star power. Ça change absolument rien à eux, quoi. Ça dévalue pas spécialement le titre. Ça n'élève pas spécialement le titre. Ça dévalue pas vraiment les Street Profits. Parce qu'ils ont perdu alors que Montez Ford était blessé. S'il était blessé, pourquoi est-ce qu'il a catché? Enfin bref. Voilà. Donc le plus important, c'est ça, c'est exactement c'est la réputation d'un catcheur. C'est pour ça que Roman Reigns est excellent en ce moment. C'est bien qu'il ait le titre. Le fait qu'il ait le titre, c'est cohérent avec le fait qu'il veuille être au sommet de la montagne de la WWE. Donc c'est bien qu'il ait le titre. Mais vous voyez, le titre sert à Roman Reigns, sert à élever, sert à mettre du poids dans l'histoire de Roman Reigns. Et c'est ça qui est important. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Yarvi64 me dit, tu as jeté un coup d'œil à Wrestle Kingdom? Non. Boorlia me demande, et si on avait un Royal Rumble féminin réduit, genre à 20 plutôt qu'à 30, ce serait possible? Non, un Rumble à 30 est possible, c'est juste qu'il faut qu'ils arrêtent de dire, ouais, je rentre dans le Rumble, je rentre dans le Rumble. Oui, tout le monde rentre dans le Rumble, vous n'êtes pas très nombreuses. Donc, toutes les catcheuses de Raw, toutes les catcheuses de SmackDown, à l'exception de celles qui sont inactives en ce moment, sont dans le Rumble. Il y en aura probablement quelques-unes de NXT aussi, beaucoup de NXT, et quelques retours sans doute. Mais voilà. Ils ont totalement les moyens de faire un Rumble à 30, et je trouve ça bien d'ailleurs. Quand ils ont annoncé le Royal Rumble féminin, j'étais content qu'ils disent non seulement ça va être à 30, mais en plus ça sera les mêmes règles que pour les hommes. Il faut passer par-dessus la troisième corde. Voilà, c'est exactement les mêmes règles. Je trouve ça très bien. Parce que c'est du catch et qu'il n'y a pas d'histoire de... Il n'y a pas d'histoire de, comment dire, il n'y a pas d'histoire de, oui, différence génétique, machin truc. Ça rentre absolument pas en ligne de compte. Bref. Ah, Nimzo-san, il est de gauche. Elidolo Gomez me demande, est-ce que ça te plairait que Bayley gagne le Rumble? Oui. Pour avoir le chapitre final face à Banks à WrestleMania 37. Oh, un match Sasha Banks contre Bayley à WrestleMania. Oui, monsieur. Oui, ça me ferait plaisir. Est-ce que c'est le moment? C'est pas un mauvais moment. Oui, ce serait chouette. Perso, ça me plairait beaucoup, et si ça arrive, que ce soit le main event. Ils vont probablement refaire WrestleMania en 2 nuits, que ce soit un main event, ce serait bien. Ça, ce serait intelligent, que le main event d'une nuit soit pour un titre masculin, et le main event de l'autre nuit soit pour un titre féminin. Je trouverais ça chouette. C'est pas spécialement une question de quota, une question d'équilibre ou quoi, je trouverais ça... la symétrie serait belle. Voilà. Je trouverais ça chouette. Elidolo Gomez toujours me demande, à ton avis, est-ce que ça ferait du bien que les challengers aux titres mondiaux soient choisis autrement qu'avec des triples menaces, des Battle Royale ou des gauntlets, parce que je trouve que c'est souvent la même chose. Ça me pose aucun problème, personnellement. Je préfère ça à bonjour, je suis Goldberg et il s'avère que je suis âgé. Ce titre, s'il vous plaît. Voilà. Franchement, je préfère largement avoir un gauntlet match, d'autant que j'adore les gauntlet match et que je trouve très souvent, ils les bookent très bien. Ou des batailles royales, ou des triples menaces. Bref, je trouve que qu'ils aient un match pour Quintax, fais pas ça s'il te plaît. En fait, Quintax est en train de mettre un petit mot pendant que je suis en train de parler, et je lui ai demandé de faire ça pour éviter d'être distrait par le chat. Si tu me distrais en mettant des mots parmi les questions, il fait remarquer que c'est également le cas de Carmela qui est arrivé et qui a dit je veux le titre. Voilà, s'il te plaît. Donc non, je trouve que c'est bien. Ensuite, Miniveltal me demande penses-tu voir le Riot Squad championne? Mais je comprends pas qu'elle soit pas déjà championne par équipe. C'est la seule équipe qui leur reste. C'est la seule équipe féminine qui est effectivement une équipe et qui n'est pas deux catcheuses qui se disent Charlotte et Asuka. Donc, je comprends pas pourquoi le Riot Squad sont pas déjà championnes par équipe. Pour moi, ça devrait être elle et les Iconics, quoi. C'était vraiment... Enfin, elle, les Iconics et Fire and Desire, c'était... Bayley et Sasha Banks quand elles étaient en équipe. Voilà, pour moi, c'était... Ils avaient une division par équipe là, quoi. Et je sais pas pourquoi ils font... D'ailleurs, ils ont annoncé un Dusty Rhodes Tag Team classique féminin, et ça, je trouve ça très très chouette. Penses-tu Liv Morgan avoir une bonne carrière solo? Je sais pas du tout. Et je suis très partagé concernant Liv Morgan. J'ai l'impression qu'elle s'en sort mieux qu'il y a quelques années, ou qu'il y a quelques mois. Bonne carrière solo. Je sais pas. Pour l'instant, elle est vraiment dans le bas de la division par équipe féminine, qui est déjà pas une division très glorieuse.
Alors elle et Ruby Riott devraient être en haut, mais en haut de façon indétrônée. Elle devrait être la vraie équipe qui bat toutes les unions de deux catcheuses qui ne sont pas une équipe. Parce que pour moi, une bonne équipe bat deux bons catcheurs. Enfin, une très bonne équipe, enfin, deux très bons catcheurs par équipe battent deux très bons catcheurs solo qui font équipe. C'est un truc qu'ils n'ont pas tendance à faire, mais bref. Donc, pour répondre à ta question, Liv Morgan, je ne sais pas. Et enfin, dernière question de El Idelo Gomez concernant d'autres sujets que le catch. Est-ce que tu feras un live, la présentation ultime du fonctionnement du tableau? C'est une idée que j'ai. Elle me semble pas très bonne. Peut-être. Voilà. Pour l'instant, j'en suis là. Merci à tous d'avoir suivi ce live. C'était plus long que ce que j'avais prévu. Il faut vraiment que j'apprenne à être plus succinct quand je parle de catch. Mais bon, vous savez ce que c'est. On se donne rendez-vous mardi pour parler de Raw. Ça va être bien. J'ai hâte de vous dire tout ce que je pense de Goldberg avec des mots choisis. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Parce que je sais que certains d'entre vous, peut-être la plupart d'entre vous qui suivez ces lives, comprennent peut-être un mot sur trois de ce que je dis. J'exagère, mais bon, comprennent pas très bien ce que je dis parce que vous n'avez pas les codes, vous n'avez pas les trucs. Il n'y a pas de questions bêtes. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à me dire attends, c'est quoi un Paul Heyman? N'hésitez pas à poser des questions, il n'y a vraiment aucun souci. Ça me fait plaisir d'y répondre. Donc on se donne rendez-vous mardi pour parler de Raw. Et d'ici là, n'hésitez pas à me poser des questions sur le Discord non plus. Je suis toujours là pour y répondre. Concernant les lives, concernant le catch, concernant ce que vous voulez. Et on se donne rendez-vous mardi. Ça fait 3 fois que je le dis. Bonne fin de journée à tous. Bon appétit à ceux qui vont déjeuner. J'ai faim. Et à très bientôt. Ciao.